Il existe un épuisement silencieux qui s'installe au plus profond des os d'une personne qui a passé sa vie à jouer un rôle. C'est une lassitude qui n'est pas physique, mais psychique. La fatigue profonde de l'âme qui vient du fait de porter un masque si longtemps qu'on commence à oublier la forme de son propre visage en dessous. C'est le coût silencieux et cumulatif de vivre pour l'approbation des autres, de façonner soigneusement ses mots, ses actions et même ses rêves les plus intimes, pour qu'ils s'intègrent parfaitement dans un espace défini par les attentes du monde. On devient un acteur magistral dans la pièce de sa propre vie, mais on est étranger au personnage que l'on incarne. Pourtant, même au milieu de la performance la plus soignée, il y a un murmure persistant et silencieux. C'est un appel d'un territoire inexploré en soi, une partie indomptée de son esprit qui refuse d'être négociée. C'est la douleur sourde et constante d'une vie qui n'est pas pleinement vécue, d'une chanson qui n'est pas encore chantée. C'est un appel à un autre type de pouvoir, à un autre type de présence dans le monde. C'est un pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention, car il l'impose par la gravité de son être même. Ce n'est pas un guide pour gagner des jeux sociaux ou manipuler les perceptions. C'est une invitation à un voyage intérieur, à un pèlerinage au centre même de son être, où sa véritable autorité reste en sommeil, attendant d'être revendiquée. C'est le travail sacré de récupérer les morceaux éparpillés de soi que l'on a donnés, de construire un monde intérieur si fort, si cohérent et si vrai que le monde extérieur ne peut s'empêcher d'y répondre de la même manière. C'est le chemin pour devenir entier, pour enfin et irrévocablement intégrer la personne que l'on a fait semblant d'être avec la personne magnifique, complexe et puissante que l'on est vraiment. La première et la plus courageuse étape de ce profond voyage n'est pas de construire quelque chose de nouveau sur l'ancien, mais de commencer un processus de démantèlement prudent et délibéré. Il faut commencer par la dissolution du masque que l'on a si minutieusement construit pour le monde. Dans le langage profond du monde intérieur, ce masque est appelé la persona. C'est sa collection organisée de rôles acceptables. Le bon employé, le parent consciencieux, l'ami agréable, le leader fort et imperturbable. C'est la version soigneusement éditée de soi, le visage que l'on présente au monde, poli et perfectionné pour gagner l'acceptation, pour gagner sa place, pour éviter la piqûre du rejet. Pendant des années, peut-être pendant toute sa vie, ce masque a servi un but vital. C'était un outil de survie, un bouclier qui aidait à naviguer dans le paysage social complexe. Mais un outil, aussi utile soit-il, ne doit jamais être confondu avec le soi. Le grand danger arrive, subtilement et avec le temps, quand on commence à croire que le masque, c'est soi. Ses besoins deviennent ses besoins, ses peurs deviennent ses peurs, et ses victoires creuses deviennent le seul type d'épanouissement que l'on connaisse. L'épuisement profond que l'on ressent est la tension constante et lancinante de son vrai soi, de son âme, qui pousse contre les limites rigides et suffocantes de cette fausse identité. Pour commencer le travail, il faut trouver le courage de se tenir devant le miroir, de regarder au-delà du reflet familier et de poser les questions terrifiantes et libératrices. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qui suis-je quand je n'essaie pas d'être aimé, d'être utile, d'être approuvé? Ce questionnement honnête est le début d'une descente nécessaire. Notre société est obsédée par l'élan ascendant, par l'ascension d'échelons, par l'ascension constante vers plus de reconnaissance, plus de succès, plus de validation externe. Mais le voyage de l'âme n'est pas linéaire, et ses plus grands trésors ne se trouvent pas au sommet. Ils se trouvent dans les profondeurs. Il faut descendre dans les parties oubliées, reniées et ombragées de sa propre psyché, car c'est ici, dans l'obscurité que l'on a appris à craindre, que l'on trouvera la source de sa force la plus authentique et inébranlable. Cela nous amène à la partie la plus cruciale, et souvent la plus intimidante, de tout le travail. La confrontation consciente avec sa propre ombre. L'ombre est tout ce qui, en soi, a été jugé inacceptable, indigne ou impossible à aimer. C'est le vaste dépôt caché de tous les traits humains que l'on a appris à cacher pour être une bonne personne. C'est sa colère brute, son envie acérée, son insécurité tremblante, son ambition indomptée, sa profonde vulnérabilité. C'est chaque partie de soi qui ne correspondait pas à l'image propre, parfaite et respectable de la persona. Dès son plus jeune âge, on a appris à refouler ces parties, à les enfermer dans le sous-sol psychique de son esprit,
et à jeter la clé, en faisant semblant qu'elle n'existait pas. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il ne meurt pas. Il s'envenime et grandit dans l'obscurité, acquérant un pouvoir étrange et puissant. Et il trouve des moyens astucieux de contrôler sa vie en coulisses, en tirant les ficelles quand on s'y attend le moins. Son ombre se révèle non pas dans ses actions contrôlées et conscientes, mais dans ses réactions incontrôlées et explosives. Elle est là dans l'éclair de colère viscérale et démesurée que l'on ressent quand quelqu'un nous coupe la route. Une rage bien plus grande que la petite offense ne le justifie, parce qu'elle a puisé dans un puits profond et refoulé d'impuissance. Elle est là chez les personnes que l'on juge le plus durement, celles qui nous tapent sur les nerfs pour des raisons que l'on ne peut pas tout à fait articuler. Elles servent souvent de miroir vivant, reflétant les traits mêmes que l'on nie le plus véhémentement en soi. Le collègue paresseux que l'on méprise peut refléter son propre désir refoulé de repos, un désir que l'on a jugé comme une faiblesse. Le parent arrogant qui nous exaspère peut nous montrer une forme de confiance en soi que l'on nous a appris à considérer comme impudique et que l'on a donc banni de sa propre personnalité. L'ombre est aussi l'architecte de ces schémas d'auto-sabotage, les cycles récurrents d'échecs ou de dysfonctionnements que l'on ne semble pas pouvoir briser, aussi sincères soient ses intentions. C'est la force invisible qui nous guide vers les mêmes relations malsaines, les mêmes emplois sans avenir, les mêmes cycles de procrastination. Le monde nous enseigne à combattre cette obscurité intérieure, à faire la guerre à nos démons, à vaincre nos défauts. Mais c'est une approche tragique et mal avisée. On ne peut pas détruire une partie de soi sans faire une immense violence à sa propre vitalité. Couper l'ombre, c'est couper une source d'énergie et de force vitale immense. L'ombre n'est pas un monstre à abattre. C'est une partie exilée de son propre royaume, un frère ou une sœur perdu et puissant qui porte l'énergie, la passion et l'authenticité dont on a besoin pour devenir entier. Le vrai travail, le travail sacré, n'est pas de la vaincre, mais de se retourner, de la regarder en face et de l'inviter courageusement à la table. C'est un acte de profond courage intérieur. Cela signifie admettre à soi-même dans le silence de son propre cœur: oui, cette envie est en moi, cette rage est en moi, cette profonde insécurité est aussi en moi. On n'est pas obligé d'agir selon ses impulsions dans le monde extérieur, mais il faut reconnaître leur existence en soi. Il faut écouter ce qu'elles ont à nous dire sur ses besoins non satisfaits, ses blessures les plus profondes et ses désirs les plus authentiques. En faisant cela, on accomplit une sorte d'alchimie psychique. On amène ce qui est inconscient dans la lumière guérisseuse de la conscience. En intégrant son ombre, on reprend l'immense quantité de pouvoir que l'on a inconsciemment gaspillé pour la maintenir refoulée. On devient moins réactif, moins critique et beaucoup plus solide et ancré dans son propre être. C'est le fondement véritable et inébranlable du respect de soi. C'est la connaissance intérieure inébranlable que l'on est entier. Non pas parce que l'on est parfait, mais parce que l'on n'est plus, enfin et courageusement, en guerre avec soi-même. Une fois que l'on commence ce travail intérieur honnête, de faire face à son vrai et complet soi, son attention se tourne naturellement et puissamment vers l'extérieur. Mais cette fois, ce n'est pas pour chercher l'approbation ou pour jouer un rôle devant un public. C'est pour gérer son monde d'une manière complètement nouvelle, consciente et délibérée. Cela mène à la prochaine étape cruciale du voyage, le retrait conscient et la redirection stratégique de son énergie psychique. Il faut penser à sa force vitale, à son attention et à son énergie émotionnelle, non seulement comme à une ressource, mais comme à sa monnaie la plus sacrée. Pendant la plus grande partie de sa vie, on a probablement vécu dans un état de pauvreté psychique, en distribuant cette précieuse monnaie à quiconque le demandait, en croyant que cette générosité nous rendrait précieux. On l'a donnée à des amis inconstants qui n'apparaissaient que quand ils avaient des besoins de quelque chose. On l'a donnée à des collègues exigeants qui prenaient nos efforts pour acquis. On l'a versée dans des relations qui nous ont asséchés, ne nous laissant rien pour nous-mêmes. On a fonctionné selon la fausse hypothèse qu'être sans cesse disponible, sans cesse accommodant et sans cesse donnant était le chemin pour être aimé et respecté. Mais cela a fait le contraire. Cela a appris au monde que sa ressource la plus précieuse était bon marché, que son énergie était un service public sans coût
et donc sans valeur perçue. Sa source était prise pour acquise, parce que l'on ne la traitait pas soi-même comme sacrée. L'acte de reprendre son pouvoir commence par devenir un gardien féroce et conscient de ce trésor intérieur. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est l'acte ultime de préservation de soi, et il est absolument essentiel pour son voyage vers la plénitude. Une partie essentielle de cette tutelle est la rétractation de ses projections. Dans notre monde intérieur, nous voyons rarement les gens tels qu'ils sont. Nous les voyons à travers la lentille complexe et souvent déformée de nos propres besoins, blessures et désirs inconscients. Le patron incroyablement exigeant que l'on essaie sans cesse de satisfaire pourrait être un écran blanc sur lequel on projette l'image d'un parent critique, dont on essaie encore désespérément de gagner l'approbation, des décennies plus tard. La relation chaotique et dramatique que l'on ne semble pas pouvoir quitter pourrait être un feu extérieur que l'on alimente inconsciemment pour se distraire du vide froid que l'on ressent à l'intérieur. Ce sont des projections, et elles sont comme des pipelines ouverts, aspirant sa force vitale jour après jour. Retirer son énergie est la manifestation externe du retrait de ces projections. Cela se produit non pas avec fracas, mais avec un clic silencieux et décisif. On s'arrête simplement. On cesse d'être le premier à appeler. On permet à ce message texte appâté de rester sans réponse. On décline poliment l'invitation sociale dont on sait au fond de soi qu'elle nous laissera épuisés et rancuniers. On ne fait pas une déclaration bruyante et dramatique pour un public. On prend une décision interne silencieuse et puissante de cesser de financer des entreprises qui n'offrent aucun retour à son âme. Ce retrait stratégique crée un espace protégé dans sa vie, un sanctuaire intérieur. Les anciens appelaient cela un téménos, une enceinte sacrée, un terrain rituellement coupé du monde profane et quotidien et dédié à un but supérieur. En gérant son énergie avec ce niveau d'intention, on construit cette enceinte sacrée dans le paysage de sa propre vie. C'est un contenant, un vaisseau, où la nouvelle relation fragile avec son vrai soi peut se développer et grandir sans être perturbée par les invasions inconscientes des autres. Et à mesure que l'on devient un gardien plus diligent de cet espace, on commence naturellement à moins parler et à plus observer. Dans un monde saturé de bruit, de performance et de bavardage incessant, le silence devient une forme profonde de pouvoir. Ce n'est pas un silence vide et maladroit, c'est un silence riche et attentif. Quand on essaie plus désespérément de jouer un rôle, de s'expliquer, de combler chaque vide conversationnel, de justifier son existence, on cesse de laisser fuir une énergie précieuse par un bavardage constant. Au lieu de cela, on devient un observateur silencieux de la réalité. On commence à voir les schémas complexes derrière les mots des gens. On remarque les changements subtils, presque imperceptibles, dans leur énergie qui trahissent leurs véritables intentions. On commence à comprendre ce qui n'est pas dit, ce qui est presque toujours plus véridique et plus important que ce qu'il est. Ce n'est pas une observation froide, détachée et critique. C'est une perception profonde et compatissante qui permet de naviguer dans le monde avec sagesse, au lieu de réactivité émotionnelle. On commence à voir les mécanismes cachés de l'interaction humaine, la danse inconsciente des égos et des ombres. Et parce que l'on peut voir le jeu avec une telle clarté, on ne ressent plus le besoin compulsif de jouer. Cette observation silencieuse et perspicace devient sa tour de guet. De ce point de vue élevé, on peut voir la vérité des situations et prendre des décisions basées sur une vision claire, et non sur un enchevêtrement émotionnel ou un besoin désespéré. On conserve sa précieuse force vitale pour ce qui compte vraiment. Le travail continu et sacré de son propre devenir, après avoir sécurisé le périmètre de son monde intérieur, construit son contenant sacré et appris à conserver son énergie vitale, une question nouvelle et bien plus impérieuse commence à faire surface dans sa conscience. Ce n'est plus la question défensive de « de quoi dois-je me protéger ?», mais la question créative et tournée vers l'avenir de « avec quoi suis-je en train de m'aligner maintenant ?» Cela marque un tournant décisif dans le voyage, d'un mode de protection à un mode de création. C'est le début de l'ascension, la réorientation consciente de toute sa vie autour d'un nouveau centre de gravité infiniment plus fiable. Ce centre n'est pas son ego, avec ses besoins constants et bavards de validation, de sécurité et de contrôle. Le vrai centre est le soi,
le principe organisateur silencieux et sage au cœur de son être. Le soi est l'archétype de la plénitude, le plan original de son âme pour son potentiel le plus complet. Pendant la plus grande partie de sa vie, son ego a été au volant, agissant comme un tyran frénétique et insécurisé, prenant des décisions basées sur la peur, sur les blessures passées et sur les opinions toujours changeantes des autres. Le but n'est pas maintenant de détruire l'ego, c'est un outil nécessaire pour naviguer dans le monde matériel, mais de le placer dans sa position légitime et la plus efficace, comme un serviteur loyal, capable et humble de la plus grande sagesse du soi. Ce profond changement dans la gouvernance intérieure change la nature même de la façon dont on prend chaque décision, grande ou petite. L'ego, quand il est aux commandes, pose un ensemble prévisible de questions. Quelle est l'option la plus sûre? Qu'est-ce qui me fera bien paraître? Que penseront les gens de moi? Comment puis-je éviter l'échec ou l'embarras? Le soi, parlant d'un lieu de profonde connaissance intérieure, pose un ensemble de questions différents et plus résonnants. Quel choix me rendra plus entier? Quelle est l'action la plus authentique que je puisse entreprendre en ce moment? Quel chemin s'aligne sur mon sens le plus profond du but, quel que soit le résultat? Vivre à partir de ce lieu exige la culture d'un nouveau type de norme. Une norme qui n'est pas basée sur le statut social, le succès matériel ou l'approbation de ses pairs, mais sur une intégrité de l'âme inébranlable. Établir cette norme est un acte radical d'allégeance à sa propre vérité intérieure. C'est une déclaration silencieuse et puissante que l'on ne se trahira plus pour le confort des autres. Vous ne contorsionnerez plus votre âme pour vous faire entrer dans des espaces que vous avez clairement dépassés. Cette norme devient votre étoile polaire, une boussole interne qui vous maintient aligné sur votre chemin unique d'individuation, même lorsque le sentier devient difficile ou solitaire. Lorsque vous commencerez à fonctionner de manière cohérente à partir de cette norme, vous serez inévitablement mal compris. C'est une certitude. Les personnes qui ont profité de votre manque de limites, qui étaient à l'aise avec votre abandon de soi, vous accuseront d'être froid ou égoïste. Ceux qui sont profondément investis dans la sécurité de la médiocrité vous traiteront d'arrogant ou de « trop ». C'est le grand test de votre détermination. Hésitez ici, abaisser votre norme pour les apaiser, c'est rendre le trône de votre royaume intérieur à l'ego insécurisé et en quête d'approbation. Restez ferme, avec grâce et sans excuse. C'est affirmer votre loyauté ultime envers votre propre âme. Cette norme n'est pas un ensemble de règles rigides et cassantes, mais une orientation vivante et respirante vers la plénitude. Elle informe la qualité des relations que vous êtes prêt à entretenir, le travail dans lequel vous choisissez de verser votre force vitale et les pensées mêmes que vous êtes prêt à accueillir dans votre propre esprit. Cela signifie choisir l'inconfort temporaire d'une conversation difficile et honnête, plutôt que le lent poison d'un silence plein de ressentiment. Cela signifie choisir la solitude potentielle d'un chemin nouveau et authentique, plutôt que la compagnie familière, mais destructrice de ceux qui voudraient vous voir rester petit. Vivre selon cette norme a un effet curieux et puissant sur le monde qui vous entoure. Vous constaterez que vous n'avez plus à courir après les opportunités, à forcer les connexions ou à supplier pour une place. Votre alignement profond avec votre propre centre crée une sorte de gravité spirituelle. Ce qui est fait pour vous, ce qui est en résonance avec votre vrai moi, sera attiré dans votre orbite avec un sentiment d'aisance et de justesse. Et ce qui ne l'est pas, ce qui est désaligné, s'éloignera naturellement et souvent sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi fondamentale de la psyché. Qui se ressemble s'assemble. Une vie organisée autour de la plénitude attirera inévitablement des connexions saines et entières. Une vie organisée autour de la peur et de la fragmentation attirera le chaos. Votre seul travail est de rester fidèle à votre boussole, d'honorer votre norme dans chaque choix, et de croire qu'en le faisant, vous construisez, moment après moment, une vie qui est un reflet vrai et magnifique de votre moi le plus authentique. Vivre dans cet état d'alignement profond avec votre centre intérieur change le tissu même de votre réalité. Et cela culmine dans ce qui est peut-être l'action la plus puissante et la plus gracieuse de toutes, la capacité de partir. La façon dont vous quittez une situation qui ne sert plus votre croissance ou n'honore plus votre âme est l'expression ultime et la plus révélatrice de votre état intérieur. Une personne non intégrée,
une personne encore gouvernée par l'ego blessé, part avec fracas. Son départ est une tempête de bruit et de fureur. C'est bruyant, désordonné et saturé d'accusations, de justifications et d'un besoin désespéré d'avoir le dernier mot. Il y a des disputes amères, de longs courriels moralisateurs, détaillant chaque tort perçu, et souvent des démonstrations publiques de douleur destinées à susciter la sympathie ou à punir l'autre partie. Ce n'est pas un acte de force, c'est le théâtre extérieur d'une guerre intérieure non résolue et angoissante. Le drame est une dernière tentative frénétique de l'ego pour prouver qu'il avait raison, pour obtenir la validation qu'il n'a jamais reçue, et pour forcer l'autre personne à reconnaître enfin sa douleur et sa valeur. C'est la signature d'une psyché encore désespérément empêtrée dans ses propres complexes et projections inconscients. La personne intégrée, cependant, celle qui a fait le travail intérieur profond, s'en va différemment. Son départ est aussi silencieux et décisif que le changement d'une saison. C'est propre, c'est calme, et cela ne nécessite aucune validation ou explication externe. C'est l'incarnation du processus alchimique de séparatio, la séparation consciente et propre des éléments qui ne sont plus destinés à être combinés. Vous ne rompez pas ou ne démissionnez pas dans une tempête d'émotions. Vous reconnaissez simplement, et avec une profonde clarté, que votre chemin diverge maintenant du chemin de cette personne, de ce travail, de cet environnement. Vous avez fait le travail intérieur. Vous avez eu les conversations courageuses avec votre propre ombre, de sorte que vous ne ressentez plus le besoin compulsif de la projeter sur eux et de les considérer comme le méchant de votre histoire. Vous avez établi et vécu selon votre norme intérieure, de sorte que vous comprenez avec une certitude calme et douloureuse que cette situation ne la respecte pas. Il n'y a pas de colère rageuse, seulement une clarté tranquille. Il n'y a pas de besoin désespéré d'une bataille finale, car vous avez compris que la guerre n'a jamais été avec eux en premier lieu. Le conflit principal a toujours été en vous, et vous, grâce à votre travail intérieur diligent, l'avez déjà résolu. S'en aller sans drame, c'est incarner une vérité profonde et libératrice. Votre paix est infiniment plus précieuse que votre besoin d'avoir raison. Vous n'avez plus besoin de la clôture de qui que ce soit, car vous avez appris à vous la donner à vous-même. Cette sortie silencieuse est comme un grand et puissant fleuve qui, avec le temps, rencontre un obstacle inamovible. Il ne se déchaîne pas contre le rocher. Il ne maudit pas son sort. Il creuse simplement, puissamment et sans fanfare, un nouveau chemin vers la mer. L'ancien lit de la rivière est laissé à sec, et son vide silencieux devient une déclaration bien plus puissante et éloquente que n'importe quelle inondation tonitruante ne pourrait jamais l'être. Lorsque vous partez en silence, vous retirez complètement votre énergie psychique de la dynamique. Ce qui reste, c'est le vide total où vous étiez autrefois. Et dans ce vide, l'autre personne est laissée complètement seule avec elle-même et ses propres actions. Il se peut que, dans ce silence, elle voit enfin la vérité de son propre comportement, ou pas. Mais son illumination n'est plus votre responsabilité, et votre guérison n'en dépend plus. C'est l'acte ultime de souveraineté personnelle. C'est le mouvement silencieux, digne et inébranlable d'une âme qui connaît sa propre valeur, connaît sa propre direction et connaît son propre chemin de retour. Lorsque vous avez parcouru tout ce chemin, lorsque vous êtes descendu dans vos propres profondeurs, que vous avez courageusement affronté vos ombres, que vous avez récupéré votre énergie sacrée, que vous avez aligné votre vie sur votre véritable centre et que vous avez maîtrisé la grâce d'un départ propre et digne. Vous arrivez à une nouvelle et permanente façon d'être dans le monde. Vous n'avez pas simplement appris un nouvel ensemble de comportements ou adopté une nouvelle philosophie. Vous avez subi une transformation fondamentale et irréversible de la psyché. Vous avez pris les factions belligérantes, fragmentées et contradictoires de votre monde intérieur, et vous les avez amenées à un état d'unité profonde et harmonieuse. C'est l'émergence du tout, le point culminant silencieux et magnifique du long voyage de l'âme. Le respect que vous inspirez désormais au monde extérieur n'est pas quelque chose que vous avez recherché, exigé ou manipulé pour qu'il existe. C'est une conséquence naturelle, un reflet spontané et sans effort de la cohérence et de la plénitude que vous avez si diligemment cultivées à l'intérieur. Une personne individuée possède un certain poids, une gravité spirituelle. Sa présence se fait sentir dans une pièce,
sans qu'elle ait à prononcer un seul mot. Cette autorité tranquille, ce mana, ne vient pas d'un ego gonflé. Ce n'est pas de la fierté. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est le rayonnement indéniable et doux d'une personne qui est enfin et pleinement chez elle, dans sa propre peau. Une personne qui n'est plus divisée contre elle-même. Vous ne ressentez plus le besoin lancinant de prouver votre valeur, car vous avez découvert sa source indestructible à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de chercher une place à la table, car vous comprenez que vous, dans votre plénitude, êtes la table. Votre présence même consacre le sol sur lequel vous vous tenez. Ce voyage est le mythe héroïque intemporel de chaque vie humaine, bien que peu choisissent de l'entreprendre avec une intention consciente. C'est la descente nécessaire dans les ténèbres pour récupérer un trésor perdu. C'est la noble bataille pour intégrer les parties fracturées de l'âme. Et c'est le retour triomphal au monde, portant un cadeau sacré, le cadeau inestimable de votre propre moi achevé. Vous n'avez pas simplement appris à obtenir plus de respect des autres. C'est un sous-produit petit et insignifiant. Vous êtes devenu l'architecte conscient et le souverain bienveillant de votre propre réalité. Vous avez fait le travail sacré. Vous êtes rentré à la maison. Et de ce lieu de paix intérieure profonde et durable, vous pouvez enfin vous engager avec le monde non pas comme un mendiant, implorant des miettes d'approbation, mais comme un roi dans votre propre droit, vous déplaçant avec la dignité tranquille et inébranlable d'une âme qui est, enfin, glorieusement et complètement entière.